Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, était en tournée dans la circonscription de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix aujourd'hui, en compagnie de sa collègue, la députée Caroline Desbiens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec lui. Monsieur Blanchette, bonjour. Bien le bonjour tout le monde. On s'était parlé l'an passé et c'était beaucoup la relance économique qui avait été abordée. Est-ce qu'on est au même endroit aujourd'hui ou si c'est d'autres éléments là, qui ont été davantage abordés dans le cadre de ces rencontres virtuelles-là? Je dirais que c'est encore beaucoup la relance. C'était encore sur un ton qui est étonnamment positif. C'est clair que la dernière fois qu'on s'est parlé, puis nous, durant l'été dernier, on travaillait sur un plan de relance, un plan de sortie de pandémie, mais la sortie de pandémie, elle est constamment reportée. On avait déposé un plan avec beaucoup d'éléments qui venaient des régions du Québec, qui venaient des acteurs économiques, des acteurs municipaux. Le prochain budget nous donne l'occasion de mettre à jour ce plan-là. C'est ce qu'on a fait dans nos demandes prébudgétaires. Mais l'état d'esprit des gens de la circonscription est éminemment positif. Il n'est pas plombé tant que ça par la pandémie. Les gens sont dans une perspective de relance. Et c'est sûr que dans une région où il y a beaucoup d'activités saisonnières, bien, le printemps amène l'optimisme de l'été et la vaccination leur donne de bonnes raisons d'espérer. Justement, est-ce que la relance économique s'annonce plus ardue qu'anticipée, là, surtout pour des régions là, comme la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans ou encore Charlevoix, là, qui ont vraiment des domaines d'activité spécifiques, là? Je m'attends à une relance qui est quand même efficace, peut-être parce que je suis d'une nature optimiste, mais vous savez, quand la pandémie a frappé, on n'était pas dans un contexte économique trouble ou complexe, ça allait relativement bien. Donc, on pense que l'économie va se replacer passablement là où elle était à quelques éléments près. Je vous donne un exemple. On a une grave inquiétude, nous, par rapport aux petits commerces locaux, parce que la pandémie va avoir fait très mal à de petites entreprises qui n'ont pas de grandes ressources en termes de capitaux, de liquidités. Et la pandémie qui finit plus de finir va avoir fait tomber, fait fermer un certain nombre de petits commerces indépendants. Ceux qui sont le visage de nos villages, et c'est singulièrement important pour les différents secteurs touristiques qui sont égrenés tout le long de la côte. Nos villages, nos communautés sont intimement liés pour leur identité à ces petites entreprises de la transformation agricole à petite échelle jusqu'au resto, au café, à la boutique, à l'artisan. Il y a beaucoup de choses qui risquent de ne pas revenir après la pandémie. Et ça nous inquiète. Donc, on a fait une série de nouvelles propositions pour soutenir le petit commerce local, pour pas qu'on sorte comme la marmotte au printemps puis qu'on se rende compte comment c'est dévasté autour de nous. Il faut relancer tout ce beau monde-là. C'est particulièrement vrai dans le secteur ou les secteurs qui sont saisonniers et évidemment dans le secteur touristique. Mais encore une fois, j'ai senti un optimisme, un élan chez les gens à qui on a parlé aujourd'hui, autant dans le domaine touristique que dans le domaine agricole, avec bien sûr une perspective un peu plus lourde. C'est plus complexe dans le secteur communautaire, évidemment. Donc, vos préoccupations sont tournées notamment vers les petites entreprises. Est-ce que ces dernières se retrouvent dans les programmes de soutien à l'échelle fédérale, là, à tout de moins? Ça aurait pu être raisonnablement efficace si la pandémie avait été moins longue. Maintenant, il y a des enjeux de prolongation, il y a des enjeux d'avantages fiscaux, il y a des enjeux de programmes qui commandaient un certain remboursement que les entreprises ne seront pas capables de faire parce que la pandémie va avoir été beaucoup trop longue. Ce qui est important, c'est de leur garder une position concurrentielle pour ne pas que la petite entreprise soit contrainte à fermer ou à restreindre ses activités et qu'elle cède l'espace à des commerces de chaîne qui sont souvent des multinationales et qui ne participent pas du tout à l'identité de nos régions. Vous avez rencontré aussi les représentants là, de l'UPA, des différents secteurs de la circonscription. Est-ce que les discussions ont tourné autour des travailleurs étrangers, de la gestion de l'offre? C'est quoi les principales préoccupations des intervenants du milieu à l'heure actuelle? Tout ça, du côté de la gestion de l'offre, évidemment, le milieu agricole me semble assez content qu'on ait gagné un vote pour que C-216. C-216, c'est une loi par laquelle le gouvernement ne pourrait plus mettre sur la table d'une négociation commerciale la gestion de l'offre comme modèle d'exploitation agricole qui est propre au Québec puis à une bonne partie au Canada selon les secteurs. Ça s'en va en deuxième lecture, donc à l'étude détaillée en comité avant de revenir au Parlement.
Il y a ça qui est un gain, puis les milieux agricoles sont en général très contents de ça. Il y a C-208, une autre loi qui, elle, sert à favoriser la transmission des entreprises agricoles à l'intérieur de la famille, parce que pour l'instant, et c'est ridicule, il est avantageux pour le propriétaire d'une ferme ou d'un petit commerce, d'une petite entreprise, de vendre à un étranger plutôt que de vendre à sa propre famille à cause du traitement fiscal qui sera fait du produit de la vente. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Nous, au Bloc, on soutient cette loi-là qui a été déposée par quelqu'un d'autre, mais on la soutient avec enthousiasme. On a parlé de travailleurs étrangers. Ce n'est pas un dossier qui va mal, mais c'est un dossier qui souffre de la lourdeur de la paperasserie. Nous, on favorise que les entreprises puissent, si elles le veulent, se mettre ensemble pour faire venir plusieurs travailleurs qui vont, au gré de la saison, changer de culture selon le moment des différentes récoltes. On est favorable à des permis à plus longue durée. On est favorable à plusieurs mesures qui allégeraient la charge de papier parce qu'au niveau de la gestion des travailleurs étrangers dans un contexte de pandémie au Québec l'année dernière, ça s'est fort bien passé. Il y avait aussi des enjeux liés à l'horticulture, au fait que des produits étrangers de gros volume puissent facilement entrer sur le territoire québécois, se rendre dans les grandes surfaces, alors qu'ils ne sont pas assujettis aux mêmes règles de gestion des pesticides ou de traitement sécuritaire du produit qui sont imposées à l'horticulture de proximité qui, elle, a même de la difficulté à se rendre sur les tablettes des grandes surfaces. Donc, c'est des enjeux de ce type-là qui ont été abordés. C'est extrêmement intéressant. Il y a des affaires qu'on doit développer avec le milieu. On va aller chercher les informations pour y arriver. Puis en regard des travailleurs étrangers, c'est vraiment la bureaucratie gouvernementale qui fait en sorte que cette démarche-là peut devenir complexe pour les agriculteurs? Ça fait plusieurs années, c'est des enjeux. Si tu demandes les permis, ça ne dure pas assez longtemps, il faut que tu recommences, tu n'as pas le temps de l'avoir assez vite, le travailleur ne peut pas changer d'entreprise. Il y a des assouplissements qui se mettent en place. On a fait des propositions dans ce sens-là aussi après avoir fait le tour d'un nombre important d'entreprises agricoles. Cela dit, les travailleurs étrangers ne sont pas que dans les secteurs saisonniers. On me mentionnait encore une fois que, par exemple, dans le secteur des abattoirs, c'est maximum 10 de travailleurs étrangers, alors qu'il y a une grave pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur-là. Il y a plusieurs domaines où les travailleurs étrangers deviennent des travailleurs saisonniers, de moins en moins étrangers, parce que les mêmes reviennent à chaque année. Et lorsqu'on les accueille sur une base permanente, ce sont des travailleurs souvent d'origine latino-américaine qui s'intègrent très bien et dans les régions du Québec, donc forcément avec un assez rapide processus de francisation. Vous avez abordé la question de la loi C-216. On comprend que le Bloc québécois va défendre de bec et ongles l'enjeu de la gestion de l'offre, mais vous avez aussi abordé la question des transferts familiaux. On est moins au courant à ce niveau-là. Il y a un projet de loi aussi qui se déroule actuellement. Un projet de loi qui, en fait, il n'est pas rendu au même niveau. Le projet de loi s'appelle C-208. C'est un projet de loi qui fait en sorte que le traitement des revenus de la vente d'une entreprise, pas nécessairement agricole, mais notamment agricole, soit traité de telle sorte qu'il ne soit pas désavantageux pour le propriétaire actuel, présumément les parents, de vendre à leurs propres enfants, alors qu'à l'heure actuelle, il y a une perte qui peut représenter des centaines de milliers de dollars lorsqu'ils vendent à leurs enfants plutôt que de vendre à d'autres entreprises. Et ça a fait très, très mal au modèle agricole québécois qui a vu les entreprises se concentrer alors qu'on avait un modèle de petites entreprises familiales de proximité sur l'ensemble du territoire. Il y a un phénomène de concentration qui ressemble, on n'est pas rendu là, mais qui s'apparente de plus en plus, malheureusement, au modèle très industriel américain qui offre un produit moins sécuritaire, moins de proximité, avec des règles sanitaires moins sévères que ce qu'on connaît au Québec.